Mes amis, bonjour et quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cette semaine, on se parle de géopolitique, plus particulièrement de deux conflits qui retiennent l'attention du monde entier depuis déjà plusieurs semaines. Il est question bien sûr de l'Ukraine ainsi que de la Biélorussie. Les deux pays vivent des crises drastiquement différentes, mais tout de même directement connectées, et c'est un peu ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui, que les deux situations découlent en fait du même problème et qu'il est impossible de parler sérieusement de ce qui se passe actuellement en Europe sans faire la connexion entre les deux. Faisons un retour rapide sur les événements. En Ukraine, les services de renseignement américains et ukrainiens affirment que plus de 90 000 troupes russes sont massées le long de la frontière et que la Russie se prépare carrément à envahir les territoires de l'Est durant le mois de janvier ou de février, au plus froid de l'hiver, afin de maximiser son levier stratégique du gaz naturel. Selon certains analystes, Moscou serait actuellement en train de mener une campagne de guerre psychologique contre la population ukrainienne afin de les convaincre de l'incompétence de leur gouvernement et de l'impossibilité totale de vaincre la Russie dans une guerre conventionnelle. La tension est à son comble et plusieurs craignent un débordement. En Biélorussie, le président Alexandre Loukachenko, accusé d'être un dictateur et d'avoir truqué sa réélection en 2020, est pris dans un affrontement épique avec l'Union européenne. Selon toute vraisemblance, Loukachenko, appuyé par la Russie de Poutine, aurait facilité une crise migratoire aux frontières de la Pologne, une tactique de guerre hybride contre l'Union européenne, afin de se venger des sanctions adoptées contre lui et la Biélorussie. Des deux côtés, le spectre d'un conflit militaire inquiète de plus en plus les analystes, et des deux côtés, on sent que la Russie n'est pas bien loin. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment, comment on en est arrivé jusqu'ici et bien sûr, comment faire pour en sortir. D'abord, il faut remonter un peu dans l'histoire, à un épisode rarement évoqué dans la presse occidentale, mais qui est pourtant central dans la vision du monde de Vladimir Poutine. Nous sommes en février 1990, le mur de Berlin vient de tomber et l'Union soviétique est au bord de l'effondrement. James Baker, le secrétaire d'État américain sous George Bush, se rend à Moscou pour rencontrer le dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, et discuter de l'avenir de l'Europe et plus particulièrement de celui de l'Allemagne. C'est qu'avec la chute du mur de Berlin, on s'apprête à réunifier l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest, et l'URSS veut s'assurer que des troupes de l'OTAN ne seront jamais installées en Allemagne de l'Est. Selon la transcription d'un échange entre James Baker et Mikhail Gorbatchev ayant eu lieu le 9 février 1990, Baker a suggéré qu'en échange de la coopération de l'URSS pour la réunification de l'Allemagne ainsi que son intégration à l'OTAN, les États-Unis pouvaient garantir fermement que l'OTAN ne s'étendrait plus d'un seul pouce à l'Est. Voyant une opportunité de mettre fin à l'avancée de l'OTAN vers Moscou, Gorbatchev a accepté cette entente secrète. L'Allemagne fut donc réunifiée et quelques années plus tard, admise au sein de l'OTAN. Et pendant tout ce temps, un certain Vladimir Poutine occupe le rang de colonel au sein des services secrets soviétiques, le KGB. Il est donc aux premières loges pour observer ces tractations diplomatiques. Le problème, c'est qu'après l'éclatement de l'URSS en 1991, l'OTAN brise sa promesse envers Moscou et se lance dans une grande expansion de l'alliance militaire. En 1999, on ajoute la Hongrie, la République tchèque et la Pologne. Puis en 2004, directement sous le nez du désormais président Vladimir Poutine, c'est au tour de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Roumanie, de la Slovaquie, ainsi que de la Slovénie, de tous rejoindre l'OTAN. Pour Poutine, c'est rien de moins qu'un véritable scandale, une claque au visage que la Russie ne pourra jamais oublier. Encore aujourd'hui, il fait souvent référence à cette fameuse promesse brisée dans ses interventions. Selon Kerr Giles, expert des questions de sécurité touchant la Russie, la notion selon laquelle l'OTAN a fait et rompu la promesse qu'elle n'accepterait aucun nouvel État membre en Europe de l'Est est l'une des idées fondamentales qui guident la vision de la Russie, d'un Occident hostile. Évidemment, les États-Unis ont toujours nié que cette promesse a eu lieu. Ils affirment encore aujourd'hui que c'est une invention de la propagande soviétique et que rien de la sorte n'a été mis sur la table à aucun point des négociations. Or, des documents déclassifiés ont démontré plus tard que Poutine et les leaders soviétiques ont absolument raison. On leur a bel et bien fait croire qu'après l'Allemagne, l'OTAN ne s'étendrait plus à l'Est d'un seul pouce. À la mesure que l'OTAN a intégré des nouveaux membres, les plaintes agacées des leaders soviétiques se sont progressivement transformées en suspicions. Poutine a dressé ses fameuses lignes rouges et prévenu que l'Ukraine, la Géorgie et la Biélorussie
constituaient des États tampons entre la Russie et l'OTAN, qui ne devaient surtout pas être tournés contre la Russie, sans quoi elle serait forcée d'intervenir afin de briser sa camisole de force. Lorsque l'OTAN s'est mise à convoiter l'Ukraine et la Géorgie, deux États littéralement aux frontières de la Russie, Vladimir Poutine s'est rendu en personne pour rencontrer les dirigeants des pays de l'OTAN à huis clos, afin de leur servir un ultime avertissement. Largement ignorée dans la presse occidentale, cette rencontre marque pourtant un point de rupture historique majeur, et les transcriptions des échanges sont carrément hallucinantes, surtout avec le recul et l'information qu'on possède aujourd'hui. D'abord, selon les transcriptions, Poutine a déclaré à ses collègues que Moscou percevait l'approche de l'OTAN aux frontières de la Russie comme une menace réelle et a promis des mesures adéquates. Il a laissé entendre que si l'OTAN continuait le processus pour intégrer la Géorgie, alors la Russie reconnaîtrait l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, afin de créer une zone tampon entre l'OTAN et la Russie. Souvenez-vous bien de cette menace, puisqu'on y reviendra très bientôt. Le président russe poursuit ensuite en parlant de l'Ukraine. En passant, qu'est-ce que l'Ukraine, demande Poutine? C'est même pas un État. Une partie de son territoire est l'Europe de l'Est, et une partie importante, a été donnée par nous. Poutine suggère de manière très transparente que si l'Ukraine est admise à l'OTAN, alors cet État cessera tout simplement d'exister et la Russie pourrait commencer à reprendre les territoires qu'elle a donnés. Évidemment, ces deux avertissements ont été ignorés par les pays membres de l'OTAN et j'imagine que vous voyez venir la suite. En août 2008, quelques jours seulement après la rencontre à huis clos avec les leaders de l'OTAN, la Russie passe de la parole aux actes et envahit la Géorgie, infligeant une véritable humiliation à l'armée géorgienne. À l'issue des affrontements, cette dernière est complètement neutralisée et Poutine reconnaît deux nouveaux États tampons le long de la frontière russe, soit l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Voilà donc chose faite pour le premier avertissement. Le signal de Poutine est clair, l'OTAN doit renoncer immédiatement et définitivement à franchir les lignes rouges de la Russie, sans quoi elle devra en assumer les conséquences. Et c'est ce qui nous amène à aujourd'hui. La situation à laquelle on assiste en Europe, plus particulièrement en Ukraine et en Biélorussie, n'a absolument rien de surprenant lorsqu'on l'examine à travers le prisme de toute cette histoire. Quand on prend beaucoup d'altitude, on réalise que c'est tout simplement Poutine qui défend ces lignes rouges. Lorsque l'Ukraine était sur le point de s'aligner avec l'Occident et l'OTAN lors de la révolution Maïdan en 2013 et 2014, la même chose s'est produite. Poutine a concrétisé son deuxième avertissement en envahissant la Crimée et en amorçant le processus pour reprendre les territoires de l'Est. C'est pas très compliqué à comprendre. La Russie veut freiner l'avancée de l'OTAN, tout simplement. Elle considère les derniers États tampons le long de ses frontières comme des forteresses essentielles à sa défense dans un éventuel conflit, une partie intégrante de sa sphère d'influence dans laquelle l'Occident n'a pas à se foutre le nez. Après tout, l'Ukraine est une ancienne république soviétique. Les territoires de l'Est sont largement russophones et veulent rejoindre la Russie. Même chose pour la Biélorussie de Loukachenko, qui est déjà signataire d'un protocole afin d'éventuellement fusionner avec la Russie dans une nouvelle fédération. Disons qu'il est difficile de nier que c'est la sphère d'influence de la Russie. Or, depuis l'élection de 2020 en Biélorussie, l'Occident tente de déstabiliser Loukachenko avec des sanctions et des actions clandestines. L'Ukraine se rapproche de l'OTAN et le résultat, c'est que Poutine est furieux devant ce qu'il perçoit comme de l'ingérence dans sa cour arrière. Ainsi, on arrive aux questions intéressantes. La Russie est-elle complice de la crise migratoire orchestrée par Loukachenko à la frontière de l'Union européenne? Absolument. Il n'y a aucun doute. Rien ne se fait à Minsk sans l'accord de Moscou. Maintenant, est-elle persuadée, dure comme fer, que c'est une réponse proportionnelle à l'ingérence de l'Occident en Biélorussie? Absolument. Il n'y a aucun doute. Une ligne rouge a été franchie et quelqu'un doit payer le prix. En poussant des milliers de migrants vers la frontière polonaise, Poutine déstabilise l'Union européenne, exactement comme il est convaincu que l'Union européenne tente de le déstabiliser. Œil pour œil, dent pour dent. En Ukraine, l'accroissement constant de la présence militaire russe le long de la frontière inquiète l'OTAN et Washington considère que la Russie prépare carrément une invasion des territoires de l'Est au cours des mois de janvier ou février. Ce n'est pas impossible. Or, quand on prend du recul et qu'on considère l'ensemble du portrait, on réalise que Poutine n'en a probablement rien à faire de l'Ukraine.
Rien à faire de la Biélorussie ou de la Géorgie non plus. Poutine serait prêt à échanger tout ça contre une garantie ferme que l'OTAN ne s'étendra plus jamais à l'est de ses positions actuelles. Une entente ferme, multilatérale, écrite noir sur blanc et à la face du monde entier cette fois, puisque la Russie ne fera pas 2 fois la même erreur. En fait, après 4 jours à rédiger le script pour cette émission, Poutine vient tout juste de sortir publiquement pour confirmer la théorie et proposer exactement ce genre d'entente avec l'OTAN. Sécurité contre sécurité. Si l'OTAN renonce à l'Ukraine, la Russie fera pareil. Or, si l'OTAN essaie d'avaler l'Ukraine, alors ce sera la guerre. Et pour que cette menace soit crédible, la Russie n'a pas le choix de montrer qu'elle est sérieuse, donc il ne faut pas se surprendre du déploiement massif des troupes russes le long de la frontière ukrainienne. C'est un nouvel avertissement, mais aussi une tactique pour ramener l'OTAN à la table de négociation sous ses propres conditions. À mon avis, ça se finira de l'une de ces manières. L'option 1, c'est que l'OTAN s'engage à ne plus progresser vers l'Est. La Russie retire ses troupes de la frontière ukrainienne, arrête de sponsoriser des crises migratoires vers l'Union européenne, et tout le monde vit en paix pour toujours. Or, l'OTAN ne fera jamais ce genre de garantie. Ce serait offrir un levier stratégique immense à la Russie pour faire essentiellement ce qui lui chante à l'intérieur de sa sphère d'influence, et ce, en toute impunité, directement sous les yeux de l'OTAN. Ce qui nous amène donc à l'option 2. L'OTAN refuse les demandes de la Russie. La Russie envahit les territoires de l'Est et l'OTAN doit choisir si elle ira ou non défendre l'Ukraine. Ce qu'elle ne fera pas, puisque personne ne veut déclencher la Troisième Guerre mondiale pour des territoires russophones qui, à toute fin pratique, fonctionnent déjà comme des extensions de la Russie. En plus, avec l'hiver qui s'installe, la Russie possède un levier incroyable pour paralyser l'Europe, le gaz naturel. Plus du tiers du gaz naturel nécessaire pour alimenter l'Europe provient de la Russie, puisque la majorité des pipelines transportant le gaz russe vers l'Europe passent à travers l'Ukraine. Un conflit majeur à l'intérieur de ce pays risquerait de plonger l'Europe dans une grave crise de l'énergie. Il semble que dans les 2 scénarios, la Russie s'en tire gagnante. Sans être un grand amateur du personnage, il faut tout de même reconnaître une chose. Vladimir Poutine est passé maître dans l'art patient de la géopolitique. Évidemment, il y a des nuances à faire, on joue l'avocat du diable, mais il est important de comprendre la position de la Russie, puisque soyons réalistes, il n'y a pas un pays dans le monde qui pense être le méchant dans l'histoire. On pourrait évoquer la présence russe au Moyen-Orient, en Amérique latine ou même en Afrique et affirmer que ça aussi c'est de l'ingérence. Tout le monde est convaincu d'être une victime, de subir les gestes des autres et de seulement répondre aux agressions ouvertes de ses adversaires. On vit dans une bulle d'information tellement étanche qu'il est très rare qu'on nous expose l'autre côté de la médaille. Le problème, c'est qu'il est impossible d'arriver à une paix durable en Europe sans prendre en considération les inquiétudes légitimes de la Russie. Ce qu'on veut démontrer aujourd'hui, c'est donc qu'il n'y a pas seulement Moscou qui attise les tensions en Europe et que l'OTAN aussi a un énorme rôle à jouer dans l'escalade des dernières années. On peut choisir un camp, mais il serait malhonnête de faire porter l'entièreté du blâme à un côté ou à un autre. Donc finalement, pour ce qui est de la crise actuelle en Ukraine et en Biélorussie, si on souhaite vraiment trouver une solution à l'enjeu fondamental plutôt qu'aux symptômes qui en découlent, il faut arrêter de prendre les 2 crises individuellement et commencer à les respecter pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire les lignes rouges de la Russie. Si vous pensez que ce qu'on fait est important ou si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors un abonnement à la chaîne serait extrêmement apprécié. On approche rapidement de la marque des 100 000 abonnés, ce serait formidable de l'atteindre avant la fin de l'année. Tout ce qu'on fait est financé entièrement par la communauté à partir d'aussi peu qu'$1 ou 1 euro par mois. Si vous souhaitez nous donner un coup de pouce, rendez-vous au 7jourssurterre.com/abonnement. À chaque dimanche, on prend 1 heure pour répondre aux questions des membres en direct et revenir sur l'actualité de la semaine. En attendant, je vous remercie sincèrement d'avoir été là. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.